Très bien. Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. On est sur l'île Mode, il est 18h33 et grâce à Midreshet Yehuda Manitou, le professeur Elisheva Ravenner a accepté l'invitation de venir nous parler. Un mot, donc Elisheva Ravenner est la nièce d'André Neher. Elle a été directrice du département d'histoire. Je vous entends très mal, vous envoyez des phrases entrecoupées, je vous entends très mal. C'est ma connexion Internet, je m'excuse. D'accord. Alors, vous avez été directrice du département d'histoire de l'art de l'Université hébraïque de Jérusalem. Vous avez enseigné à Bar-Ilan et au Jewish Technological Seminaire à New York, d'autres titres. Et vous avez écrit surtout trois livres et publié de nombreux articles. Donc voilà, on est très heureux. Et voilà, donc le sujet que vous avez décidé de traiter, Machanaïm, la double demeure d'André Neher. Merci beaucoup qu'on puisse vous écouter. À vous la parole. Erev Tov lekolchem, et merci de m'avoir invité. Et merci aussi, Johan, de ce que vous avez dit sur moi, dont je n'ai entendu exactement que la moitié, mais ça suffira largement pour ce soir. Merci beaucoup. Le sujet que Codil m'a demandé de traiter devait en fait être une artsa, une conférence avec deux personnalités. Et je devais parler de Neher, de sa vie, puisque c'était mon oncle, et Gaël Hana Serrero, qui est étudiante en doctorat à l'université de Bar-Ilan et qui étudie les conférences bibliques de Neher dans les années 60 à Paris, devait prendre la deuxième partie immédiatement après moi. Et grâce à Dieu, elle est en train de finir son doctorat. Et je pense que quand elle rejoindra le cycle de conférences de la Midreshet Yehuda, elle sera le docteur Serrero, ce qui sera sûrement appréciable et par nous et très digne de la mémoire d'André Neher. Machanaïm, la double demeure. Quelle est sa signification pour André Neher? Il s'agit d'une citation de Bereshit, du chapitre 32, versets 3 à 4. Yaakov alach ledarko, vayifgeu bo malachei Elokim. Vayomar Yaakov kasher ha'am, machane Elokim ze. Vayikra shem hamakom hahu Machanaïm. Jacob est parti sur sa route, il cherche à éviter Ésaü. Il rencontre des anges de Dieu et il dit, c'est ici le camp de l'Éternel. Et il appelle cet endroit Machanaïm. Or, c'est ce nom et la signification de son nom que la famille Neher, quand elle a quitté l'Alsace et qu'elle s'est retrouvée dans un endroit qui l'a accueilli dans le sud de la France, à Lanteuil, c'est ce nom qu'elle a choisi pour symboliser la signification de l'endroit où il se trouvait. Mais Machanaïm, c'est aussi la double demeure, non seulement d'Albert Neher, du père d'André, mais la double demeure de sa vie, qui a été double. La famille Neher, et vous voyez là un dessin de Machanaïm, anciennement château de la Praderie à Lanteuil en Corrèze, un dessin de notre grand-père. La famille Neher est composée, quand on la trouve à la veille de Machanaïm, de notre grand-père, Albert Abraham Neher, et de sa femme, Rosette, qu'on appelait, simplement pour ceux qui ont connu Grand Michel, la chère grand-maman. Et ils ont 4 enfants qu'ils élèvent dans la très jolie ville d'Aubernais. Suzel l'aîné, qui épousera avant la guerre le docteur Gaston Revel. Richard le second, qui deviendra magistrat avant la guerre et qui épousera pendant la guerre ma mère Julienne Dreyfus. Hélène Neher, appelée avec tendresse Aya, et vous comprendrez très vite par qui et pourquoi, qui épouse avant la guerre Nathan Samuel, et André, le dernier, le plus jeune, qui épousera en 1947 René Bernheim. Je dois rappeler
à vous qui le savez sans doute, que les Neher n'ont pas eu d'enfants. Ils n'avaient que des neveux. À part nous, mon mari et moi, nous sommes cousins germains. Ma sœur Michel et son mari Joé, le frère de Daniel, Michel, et sa femme Claire, son grand frère Jean-Paul et sa femme Nancy, Fanny et Émile Toiti, qui malheureusement nous ont quittés tous les deux beaucoup trop tôt, et Evan Zerbib, la femme du rabbin Jackie Zerbib. Nous étions tous très proches et nous avons essayé de leur rendre un peu ce qu'ils nous ont donné avec tant de générosité. Le berceau de la famille Neher est à Obernai. Nous avons 2 photos qui datent des années 30, très probablement, où on voit la famille réunie dans la rue, les jeunes femmes élégantes, Hélène à droite, ensuite la grand-mère, et puis Suzel, notre grand-père, mon père, et le petit bonhomme qui se trouve au coin à gauche, qui est André Neher. Il a toujours l'air, quand il est jeune, d'un petit bonhomme qui est plutôt un petit gaillard. Il raconte qu'il a été un enfant très insupportable à l'école, mais il admet tout de même qu'il a été très intelligent. Il a beaucoup apprécié et appris de sa famille, qui est une famille orthodoxe. Le monde n'existait pas tellement à l'époque, une famille pour laquelle la Torah et les mitzvot sont l'essentiel de leur existence, mais qui est en même temps ouverte au monde intellectuel et spirituel qui l'entoure. Les enfants Neher ont appris à saluer le curé et les bonnes sœurs à Obernai, parce que disait le grand-père, ce sont des hommes de Dieu. Ils ont appris qu'on pouvait en même temps étudier Rashi ou une page de Gemara et y ajouter une réflexion sur Goethe ou une symphonie de Mozart. Suzel en particulier est une virtuose du piano et elle obligera pratiquement ses parents, pour lui permettre d'aller au conservatoire à Strasbourg, de quitter Obernai en 1927. Obernai, la jolie petite ville d'Alsace, et en fait l'Alsace est le berceau de la famille Neher depuis des générations, depuis la Révolution française jusqu'à la guerre. L'Alsace a passé, comme vous le savez, de la France à l'Allemagne, mais les Juifs alsaciens sont toujours restés dans leur cœur et dans leur âme français. Neher raconte que quand il était jeune et que les cigognes revenaient au printemps se nicher sur les toits des maisons à Obernai, la communauté juive dont notre grand-père était le Parnes, le Gabbai Rashi, le président pendant 25 ans, s'exclamait « Elles viennent de Jérusalem ». Et cette phrase a marqué l'enfant Neher pendant longtemps. Le Beth Knesset qui existe encore d'Obernai est un monument impressionnant du 19e siècle. Il a remplacé d'autres Beth Knesset beaucoup plus vieux. Et 2 ans après le décès d'André Neher, la municipalité d'Obernai a décidé de mettre une plaque sur le petit parking qui joint la synagogue, sur laquelle se trouvait le nom d'André Neher, mais sans aucune qualification ou rapport avec le monde juif. Ce qui a marqué André Neher peut-être au moins autant que sa famille, son père, sa mère qu'il adorait, ce sont 2 séjours d'été à la Yeshiva de Montreux qu'il rappelle dans son livre « Le dur bonheur d'être juif » à la page 80. Comme vous le savez, Montreux est une école supérieure talmudique. Ces 2 séjours m'ont marqué énormément. Et je suis restée liée toute ma vie à cette yeshiva et à ses maîtres, les Botchko, de père en fils. Et je dois dire qu'actuellement, la 3e génération des Botchko compte parmi mes élèves. Je crois que ce soir, parmi vous, il y a aussi une Botchko, Rivka, que je salue avec émotion.
qui me permet de faire le lien entre les Bochko d'Andrener et aujourd'hui. Là aussi, à la Yeshiva, l'accent était naturellement mis sur l'étude du Talmud. Mais elle venait d'être créée par le rabbin Eliaou Bochko, arrivé de Lituanie en Suisse, marchand de nouveautés, d'objets de blanc, de drap, qui avait créé là une yeshiva, la première en Europe occidentale. Le matin, nous le voyons dans son magasin, travaillant de ses mains, et le soir, il venait nous faire ses cours, des cours de Talmud dans la tradition lituanienne. C'était Torah im derech eretz, dans le sens de l'union de l'étude et du travail professionnel. Mais pas seulement. Torah im derech eretz avait en réalité à Montreux, dès le début, encore une autre signification. Celle que Samson Raphaël Hirsch voulait lui donner aussi. Torah et humanisme. Rav Bochko nous a accueillis en 1932 par ces paroles que vous ne pourriez plus guère entendre de la bouche de directeur de Yeshiva, sauf de celle de son fils. Vous venez maintenant, en tant que jeunes intellectuels juifs de France, étudier le Talmud. Vous l'étudierez à fond. Mais n'oubliez jamais que vous êtes des intellectuels. Continuez à étudier le Talmud, mais faites de bonnes études à l'université. Ce sera l'honneur de la Torah que d'être étudié par des professeurs, des médecins, des magistrats, des avocats, des ingénieurs. Entre Albert Avraham Neher, son père, et le Rav Eliaou Bochko, Neher choisit dès sa jeunesse Torah im derech eretz. Le foyer Neher à Strasbourg est ouvert à tout et à tous. Aux invités, aux mendiants qui savent qu'en entrant à Aubernais, si on voit une dame sourire à sa fenêtre, ça ne peut être que Madame Neher. Ouvert à tous les courants intellectuels et spirituels, ouvert à l'étude, aux mitzvot, à la foi totale et pleine en Dieu. Les Neher doivent quitter Strasbourg, pas de leur plein gré. Strasbourg, comme vous le savez sans doute, a été évacué en 1939, soi-disant pour éviter aux Allemands de l'envahir, mais ensuite c'est l'évacuation totale de l'Alsace et tous les Juifs fuient vers le sud de la France. Les Neher sont accompagnés par leurs deux fils, Richard, qui est déjà magistrat à 27 ans, et André, qui est un professeur de littérature allemande de 25 ans. Suzel, âgé de 31 ans, part avec le docteur Gaston Revel et leurs 3 enfants vers Lyon, où Gaston peut encore ouvrir une consultation médicale, cependant uniquement autorisée à soigner des Juifs. Hélène, 27 ans, épouse de Nathan Samuel, infirmier dans l'armée française, quitte Paris à la captivité de son mari avec leur petite fille Fanny et rejoint ses parents. Leur pérégrination les mène d'Auxerre, où Richard exerce encore quelques semaines la magistrature et pour cela obtient un logement pour sa famille, jusqu'à Brive-la-Gaillarde, où André obtient un poste d'enseignant au collège, aujourd'hui le lycée Cabanis. C'est alors que la vie d'André Neher va basculer. Le texte que je vais vous lire maintenant, je l'ai lu au mois d'octobre l'année dernière, ante Corona, à un congrès organisé par les résistants et les personnalités protestantes de la ville de Brive-la-Gaillarde, en souvenir de tous ceux qui ont passé par eux, les Juifs réfugiés, et qui ont profité de la générosité des pays, des paysans et des personnalités de la ville. André Neher écrit « C'est la journée du 20 décembre 1940, date d'application du statut des Juifs décrété par le gouvernement de Vichy. Ce soufflet que me donna une certaine France, reconstitué soudain pour moi et pour mes coreligionnaires atteints par le même statut,
le Moyen-Âge, à ses heures les plus sombres. Tout se passait comme si la Révolution de 89, comme si Napoléon, Louis-Philippe, Gambetta, Émile Zola, Charles Péguy, Joffre, Foch et Clémenceau n'avaient jamais laissé leur trace dans l'histoire de France. J'étais alors âgée de 25 ans à peine. J'enseignais au collège de Brive-la-Gaillarde en Corrèze. J'étais accusée, comme mes ancêtres du Moyen-Âge, d'empoisonner les plis, ou plutôt, ce qui était une accusation plus grave, d'empoisonner l'âme des élèves qui m'étaient confiés. Ceux-ci, d'ailleurs, me témoignaient une confiance profonde. Et ce jour-là m'ont fait sentir leur indignation. Mais combien cette colère des jeunes était-elle encore impuissante alors? Nous n'étions pas encore à l'heure des maquis, où plusieurs de mes élèves du 20 décembre 1940 ont lutté plus tard, au sacrifice de leur vie. En 1940, la colère aurait dû venir des adultes, de mes collègues non-juifs, épargnés par le statut. Un raz-de-marée d'immédiate résistance, un unanime cri de protestation, une démission collective de tous les enseignants, de tous les magistrats, aurait pu à ce moment faire basculer la politique de Vichy, comme un an plus tard, dans l'Allemagne nazie. Au cœur du Troisième Reich, la protestation publique des évêques allait obliger Hitler à stopper l'euthanasie des débiles mentaux ariens dont le mécanisme s'était déjà mis en branle. Contre l'extermination des Juifs, il n'y eut pas en Allemagne protestation semblable. Et hélas, le 20 décembre 1940, il n'y eut pas en France un mouvement de solidarité qui était pourtant alors sans le moindre risque. Je ne sais pas évidemment comment les choses se sont passées ailleurs, mais au collège de Brive-la-Gaillarde, nous étions seuls. Mon collègue M. Blum, un vieillard, et moi-même, un jeune homme, à quitter cette maison à laquelle nous avions donné le meilleur de nous-mêmes, à être bannis, innocents de toute faute, sauf de celle d'être nés juifs. Et personne, parmi nos collègues, durant cette marche dégradante à travers la cour du collège, ne fit un geste, ne dit un mot, sauf, je ne l'oublierai jamais, un professeur de mathématiques, M. Delannoy, avec qui j'ai gardé des contacts extrêmement précieux. Il s'écria soudain, on ne peut pourtant pas les laisser partir comme ça. Et il se rangea à nos côtés, nous escortant, mais lui seulement, sans qu'aucun autre l'imitât ni vint le rejoindre, jusqu'au portail que nous franchîmes, M. Blum et moi-même. Et dehors de nouveau, nous étions seuls, la porte fermée derrière nous. Là non plus, je ne sais pas quelles étaient les pensées de M. Blum. En quelques minutes, ce vieillard avait vieilli plus encore. Le monde laïque de sa France chérie s'était écroulé soudain sous lui. Peut-être pensait-il à la dégradation du capitaine Dreyfus. Le malheureux a été assassiné 3 années plus tard dans cette île du diable à la puissance 6 millions, qui a eu pour nom au XXe siècle Auschwitz. Quant à moi, je me rappelle parfaitement à quoi je pensais en cet instant. À mon grand-père maternel, Nathan Strauss. Il était né en 1840, un siècle exactement avant l'heure où je me trouvais. Il était instituteur à Obernai. Lorsqu'éclata la guerre de 1870, cette guerre où l'Allemagne a récupéré l'Alsace, et au lendemain de la guerre, au moment de l'option, ce juif d'Alsace, fonctionnaire enseignant français, refusa le poste que lui offrait le nouveau régime allemand. Il refusa de devenir fonctionnaire prussien. Il nous racontait plus tard sa dernière classe à des élèves français en langue française, alors que dehors roulaient les tambours prussiens. Moi aussi, je venais de faire ma dernière classe à des élèves français en langue française, mais les tambours qui roulaient dehors étaient des tambours français. Les nerfs n'ont plus alors qu'à chercher un lieu plus éloigné où se réfugier. Et ils le trouvent à quelques kilomètres de Brive, dans une toute petite ville, à Lanteuil, où on accepte de leur louer le château de la Praderie, une belle demeure inoccupée depuis 60 ans.
et totalement délabré, sans eau ni électricité. Ils s'y installent en croyant innocemment ce refuge provisoire. Ils y resteront 4 longues années. Ener continue. Entre 1940 et 1945, entre ma révocation par le statut des Juifs et ma réintégration par De Gaulle, je n'ai pas vécu avec ma famille en Corrèze, dans le midi de la France, mais disons plutôt dans la Bible. Révoqué par un décret infâme, je ne me suis pas recroquevillée sur ma condition physique de paria. Révoqué, je me suis laissé invoquer par l'appel métaphysique qui scandait les événements. Et j'ai accepté que la lutte avec le démon se transmute en combat avec l'ange. Sefer Bereshit et le combat de Jacob avec l'ange. Avec les membres de ma famille expulsés comme moi de la cité des hommes que nous savions provisoire, nous avons créé dans le temps et dans l'espace une micro-cité de Dieu, l'école clandestine de Lanteuil en Corrèze, à 10 km de Brive-la-Gaillarde, et nous avons appelé notre demeure Mahanaïm. C'est la première Mahanaïm d'André Neher. Parce que nous y avons vécu précisément d'une manière constante et consciente, dit-il, dans une dimension double, celle de l'angoisse et celle de l'espérance, celle de la persécution et celle du temps biblique, dont la plénitude recouvrait chacun de nos instants. Et c'est ainsi que l'entrée devient Mahanaïm. Nous allons voir les dessins de notre grand-père sur le château de la Praderie à Lanteuil, Mahanaïm, qui correspondent exactement à ce que Daniel et moi, nous avons pu voir ce mois d'octobre 2019, les 2 photos que vous voyez en dessous, ce qu'est devenu aujourd'hui le château dont, d'ailleurs, les occupants ne nous ont pas permis l'accès et n'étaient pas intéressés à revenir sur le passé, ont-ils dit. Au château de la Praderie, les Neher ouvrent une école, un pensionnat pour jeunes juifs cachés et jeunes chrétiens résistants ou réfractaires au STE qui désirent encore tenter de poursuivre leurs études. L'un d'eux, Marcel Legendre, se joindra au maquis et sera arrêté et fusillé. Vous voyez ici la famille Neher, Albert le grand-père, Rosette la grand-mère, mon père Richard, ma mère, c'était la photo de leur fiançailles, Suzel, Aya, Hélène et André. Les petits-enfants, le frère de Daniel Jean-Paul, Daniel qui n'a pas l'air très heureux, la petite Fanny et le petit Michel. Une image paisible et tranquille de personnages qui semblent ne pas appartenir encore au paysage, notamment mon père et son élégance avec sa cravate et sa pochette, mon grand-père avec son nœud papillon, ma grand-mère délicatement appuyée sur une canne, et André, le jeune homme, a l'air un peu perdu dans tout ce monde. La photo de mariage de mes parents, qui se sont mariés en 1941, en décembre 1941, et je me demande jusqu'à ce jour si c'était de l'inconscience ou un courage sans nom, basé sur une foi inébranlable. André Neher est devenu un homme. Il a à côté de lui les élèves, une partie d'eux, et celui qui disparaîtra ici, Marcel Legendre. Encore un dessin de notre grand-père vu d'ensemble. Notre grand-père aimait, autant qu'il aimait étudier, autant qu'il aimait la poésie et la musique. Il aimait peindre et il a peint sur des caisses passées à l'envers, des caisses de bois, des peintures qui représentaient l'Alsace et aussi son Mahanaïm, tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il était hier. 2 photos encore miraculeusement sauvées de cette période, on ne sait pas très bien comment. La petite Fanny, et je crois que c'est moi, et
assis sur un petit banc dans le jardin, devant la grille sur laquelle pendent, vous voyez le détail, ici à droite, le talit katan, à côté de la serviette, d'un des membres de ce qu'ils ont appelé le kibbutz de Mahanaïm, en pleine vue de tous les passants. L'innocence de la famille Neher à Lanteuil est inconcevable aujourd'hui. Quelques semaines après leur arrivée, notre grand-père est allé voir les quelques magasins qui sillonnaient la petite rue de Lanteuil et nous avons pu nous apercevoir cette année que c'était vraiment une toute petite ville. Il les a fait les uns après les autres et je ne vous dirai pas dans quel magasin. Il a répété pour la xème fois sa phrase « Nous sommes des réfugiés, nous venons d'Alsace. Je veux que vous sachiez que nous sommes aussi des Juifs et nous ne désirons pas mettre votre vie en péril. » Quelqu'un, dont je sais le nom, mais je ne veux pas le répéter, lui a dit « Mais monsieur Neher, vous êtes un monsieur tellement bien et tellement poli, et puis vous n'avez pas de cornes, et je ne crois pas non plus de queue, vous ne pouvez pas être juif. » Quand le maire de Lanteuil s'est vu réclamer par les Allemands, arrivé dans la ville, la liste des Juifs de son petit village, il y avait 7 familles, il a répondu « Je ne sais pas ce que c'est, je n'ai que des réfugiés. » Mais bien entendu, sur la liste des réfugiés, il n'y avait que des Juifs. Le 28 novembre 1942, ma mère se rend à la clinique de Brive dans l'espoir d'y accoucher pour s'entendre dire de rentrer chez elle car les Allemands rallient les femmes juives. Elle me donne naissance le 30 dans la braderie à Lanteuil. À Mahanaïm, les Neher apprennent à vivre dans une clandestinité, comme je l'ai dit, toute relative. Mais le temps, si l'espace est relatif, le temps est rythmé par la prière quotidienne, le Shabbat, les fêtes. L'étude en est une des constantes. Il y a la musique, sur un vieux piano désaccordé découvert dans le château, sur laquelle ma grand-mère donne des leçons. Et bien sûr, le travail de la terre pour pouvoir manger. Une dure découverte, mais indispensable. Il faut enseigner, mais aussi nourrir et réconforter tous les présents à l'école. Pierre dira plus tard dans un merveilleux article, enseigner, c'est dire espérance. Et si nous revenons en arrière, parce que j'ai oublié de le faire, une petite seconde, nous verrons à côté du visage d'André Neher et à côté de son livre « Le dur bonheur ». Voilà, encore une. La plaque qui a été déposée dans notre présence au mur extérieur du lycée de Brive qui s'appelle aujourd'hui le lycée Cabanis et qui est destiné à rappeler le souvenir de ce qui s'est passé le 20 décembre 1940. Elle est intitulée « N'oublions pas ». Le professeur André Neher et son collègue M. Blum, mourant en déportation à Auschwitz, enseignaient dans ce collège. Ils furent révoqués le 20 décembre 1940 suite aux lois sur le statut des Juifs. Et sur notre demande, sur cette plaque, se trouve la devise de Neher, enseigner, c'est dire espérance, et les dates de sa vie. Allons reprendre le cours de notre visite photographique de la vie de Neher. Notre grand-père en train de donner à manger aux poules. Et bien sûr, comme il avait une grande culture, une des poules s'appelait Cunégonde. Je ne m'en souviens pas, j'avais 2 ans, et je suis née là-bas. Mais Daniel se souvient des petits détails de cette vie. Les grands détails se trouvent ici. La carte d'identité d'André Neher. Cette carte qui lui a été remise à Lanteuil par la mairie le 16 décembre 1942.
Sa profession, c'est ancien professeur. Il y a renoncé lui-même, personne ne l'a mis dehors. Il est ancien professeur. Mais vous constaterez, et vous le savez sûrement aussi bien que moi, que le long de sa photographie se trouve écrit à la main la mention juif et en bas, dans la mention enregistrée sous, le tampon juif, qui permettait de reconnaître aisément tous ceux qui étaient omis et bannis. Ce que nous ne connaissions pas jusqu'il y a 4 ans, lorsque notre fils David, avocat, et sa femme, elle aussi, est juriste, ont été invités à Paris par la Cour de cassation qui organisait un congrès sur les 70 ans du procès de Nuremberg et l'attitude des magistrats français à l'égard des magistrats juifs de cette époque. C'est une fiche qui lui a été donnée par l'un des juges à la Cour de cassation qu'il avait retrouvée dans le dossier de son père. Monsieur Neher, juge cantonal de 3e classe à Mulhouse. C'est une fiche qui a été récupérée de l'époque qui précédait la guerre. Magistrat bien noté. On peut leur dire merci. À la main a été ajouté israélite, à signaler à Vichy. Et entre parenthèses, pour qu'il soit bien clair que c'est un problème qu'on ne peut pas régler, mère égale Strauss. C'est dans cette ambiance qu'ils aient eu les papiers en main ou non, qu'ils aient craint le pire ou qu'ils aient choisi de ne pas y penser, que les Neher entreprennent ce qu'ils considèrent et que nous, les générations qui suivent, considérons avec eux comme une œuvre de sainteté. En s'apercevant à l'approche de Pessah de la première année qu'ils ne sont partis d'Alsace qu'avec un seul exemplaire d'une Haggadah, ils avaient l'espoir de revenir longtemps avant Pessah, et les choses se sont prolongées comme se prolonge le corona aujourd'hui. Notre grand-père décide d'écrire et de dessiner une Haggadah pour sa petite fille Fanny, qui a 4 ans et dont le père est prisonnier. Ce n'est pas celle que je vous montre là, c'était une Haggadah assez naïve, faite de peinture, qui était destinée à une enfant et qui devait lui simplifier l'approche de Pessah. Les années passent et le besoin d'avoir d'autres Haggadot et le sentiment d'accomplir un travail de Kodesh grandit dans la famille Neher et tout le monde y participe. Chaque année, 1942, 1943, 1944, voit l'accomplissement d'une Haggadah écrite entre Hanouka et Pessah par 4 personnes. Je commence par Nathan Samuel, parce qu'il était le scribe, et que dans la traduction des manuscrits juifs enluminés du Moyen-Âge, c'est le scribe qui détermine l'organisation de la page, la place des mots, la mise en valeur des images s'il y en a, et dont l'écriture est essentielle à la beauté du manuscrit. Albert Neher est le peintre. Tous les dessins, toutes les lettres enluminées, tous les ajouts originaux sont de sa main. La Haggadah, qui contient tout ce que nos Haggadot d'aujourd'hui contiennent, est suivie d'un commentaire, le Yariv Diffchi, par les 2 frères, Richard l'aîné et André Neher, et elle est écrite à la braderie Pré-Brive, en Corrèze, en l'an 1942. Et vous verrez ici qu'elle est écrite de Machanaim, Benegev, Sorfat, et que les Neher se sentent entièrement et totalement, non pas à Brive, mais en terre d'Israël.
Néher le dit et le répète, pour eux, Mahanaïm avait une âme. Pour eux, la double demeure était celle du présent et celle de Jérusalem, qui a été présente dans le berceau de Néher à Obernai et qui lui servait d'appui pour son espérance en la promesse divine à travers les 4 années de la guerre. La Haggadah présente, les Haggadot présentent, vous voyez, des choses extrêmement originales comme les mots, non les lettres, parce que l'hébreu n'a pas de majuscule, les mots qui sont en valeur par des dessins de fond à la plume. Le tout se fait sur un cahier d'écolier. C'est la seule chose qu'on trouve à Nanteuil, chez l'épicerie du village. Il n'y a pas de marchand de produits pour les écoles. Ce sont des cahiers d'écolier. Quelquefois, je ne sais pas si vous pouvez les voir ici, on voit encore les rayures sur le fond des dessins. Des paysages qui sont des paysages imaginés par notre grand-père d'Eretz Israël. Une des originalités les plus frappantes sur le plan de l'art juif de ces Haggadot, c'est l'association des notes musicales au texte de la Haggadah et à la beauté, à l'esthétique, en 2 couleurs de la page de manuscrit. Notre grand-père est musicien, il compose, il écrit, et il lui paraît normal de faire quelque chose qui n'existe pas dans les Haggadot de son époque, qui n'existe en fait plus depuis Salamone de Rossi à Mantoue au XVIIe siècle. Et ils reprennent ces soirées musicales, ces associations de la musique avec la Torah, qui sont caractéristiques de la famille Néher depuis Obernai jusqu'à Jérusalem. Vous voyez là André devant son piano, et quand André jouait du piano, on avait l'impression d'entendre chanter les anges. Tous les textes qu'il est possible d'enluminer avec des notes de musique le sont. Les dessins sont faits à l'encre de Chine, noir et rouge. L'écriture est à la plume. Et l'écriture, vous le constaterez, est d'une très grande beauté. Nathan Samuel était un homme érudit qui non seulement avait étudié, mais était capable d'une calligraphie comparable à celle du Sofer Stam. Les images de Jérusalem que crée notre grand-père sont poignantes jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, aucun d'eux n'avait été en Jérusalem. Bien sûr, il n'avait pratiquement pas vu d'illustrations ou de photos. Mais ce dessin bleu et blanc à la plume sur des couleurs prises dans des plumiers d'écoliers sont extrêmement poignants. À la fin de la Haggadah, en face de l'image du temple, dans ses enceintes, mais vides, André et Richard écrivent un poème dont nous parlerons tout à l'heure. Un poème qui raconte Pessah à travers les générations, à travers l'histoire du peuple juif. Ces 4 Haggadot sont accompagnés d'un seul Hallel, écrit en 1943, de façon un peu plus simple que le reste, sans notes de musique, mais qui pour notre famille a constitué un élément précieux de la continuité des générations. Vous le voyez ici, dédicacé aux Evet Abad de notre arrière-petite-fille, qui s'appelle aussi Hallel, la petite-fille de Tal et de Daniel Lehmann, l'arrière-petite-fille de notre David. La dernière page de la Haggadah de 1944 raconte une histoire sur laquelle Néher est revenu très souvent. Le 7 avril 1944, 3 jours avant Pessah, la division Bremer déferle sur Nanteuil. La famille Néher Samuel, vieillard, écolier, maître et bébé,
les voit arriver avec un seul camion. Le patriarche, notre grand-père, Nathan Samuel et ma mère les reçoivent devant la porte. Un jeune soldat qui leur sert d'interprète leur chuchote en allemand. Nous n'avons pas assez de camions. Ne parlez surtout pas. Ils repartent sans inciter à mal faire en emmenant des œufs et des poulets, mais en clamant qu'ils reviendront. La famille décide unanimement de ne pas fuir ni de se séparer. Les Allemands ne reviendront pas. C'est ce qu'on appelle le miracle de Mahanaïm. Le lendemain, le travail d'achèvement de la dernière Haggadah reprend. Elle sera prête pour le Seder. Tous les habitants de Mahanaïm y ayant écrit les dernières lettres, mais insérées à la fin du texte de la Haggadah. Et vous voyez ici. Versets 1 à 3 du chapitre 43 d'Isaïe témoignent de la foi en la délivrance. Cette place qui n'était pas terminée sur cette page, qui devait comprendre encore un dessin, qui devait rappeler la fin du Radgadia, c'est-à-dire la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu sur la nature, contient ces versets. Ve'ata ko amar Hashem, borecha Yaakov, Yitzchak Israël, al tira ki gealticha, karati b'shimcha li ata, ki ta'avor b'mayim itra'ani, u'v'neharot lo yishtefucha, ki telech b'mo'esh lo tikaveh, ve'lahava lo tiv'ar b'cha, ki ani Hashem Elokecha, Kedosh Israël, Moshiach. Et vous avez pu lire la traduction et vous rendre compte à quel point ce texte était à sa place dans la fin de la Haggadah de 1944. Le père d'André Neher, notre grand-père Albert Avraham, va rejoindre un monde meilleur le 5 Shvat 1945, le 28 janvier. André Neher ajoute une note manuscrite à la Haggadah, à la page de garde de la Haggadah, et Nathan Samuel la dédiera et écrira aussi sur cette page à son père, à son propre père, Samuel, après la fin de la guerre. L'illustration de cette Haggadah est l'hommage terrestre suprême rendu par notre cher papa, Zichron Tzadikim Livracha, aux merveilles du Seder. Elle est la 4e des Haggadot manuscrites de Briv Mahanaïm. Papa y travaillait depuis Hanouka 5704, ne s'interrompant que pour achever la rédaction de ses aperçus critiques sur la critique de la Bible, ne s'arrêtant dans sa tâche sublime, même point alors que journalement la Malécite d'Outre-Rhin foulait à notre poursuite les chemins et les champs de Lanteuil. Le manuscrit a été achevé dans un esprit vraiment messianique. Le lendemain du jour, le 4e à compter de Shabbat Hagadol, où papa, dans sa sérénité biblique, est allé à la rencontre des soldats allemands venus avec l'intention de nous déporter. Il a eu le bonheur de les voir repartir sans qu'ils eussent touché à aucun des siens. Nous avons cuit les matzot et célébré le Seder, le dernier qui fut donné par papa. Les 4 Haggadot ont continué à marquer de leur beauté et de leur importance les Sédarim des descendants des Neher à travers les générations, et elles ont fait une à une le chemin du retour à Jérusalem. Mahanaïm devient le pivot de la vie d'André Neher. Il jette au feu son doctorat sur Heinrich Heine, qu'il avait pratiquement terminé, et termine la rédaction d'un nouveau doctorat qu'il a commencé à Mahanaïm sur Amos. Il commence ainsi une nouvelle vie consacrée à la construction d'un monde intellectuel issu de l'enfer et qui se cristallisera dans la création en France de la première chaire d'études juives
à l'Université de Strasbourg en 1956 pour lui. Vous le voyez ici en train d'enseigner tout de suite après la guerre à Lyon, ensuite à Strasbourg. En 1906, mon père et André donnent une conférence qui a une importance énorme pour les jeunes de l'époque, Transcendance et Immanence. Yeshurun est heureux de pouvoir présenter le texte intégral de cette conférence et de contribuer ainsi à l'éclaircissement d'un problème capital du judaïsme traditionnel, le lien entre l'homme et Dieu. La photo du haut vous montre le couple Neher réuni en 1946 à Lyon et puis marié à Paris en 1947. André et René Neher, René Bernheim, ont formé toute leur existence un couple merveilleux, un couple absolument parallèle, en symbiose. Elle, l'historienne, lui, le rabbin, obtenu sa smicha en 1945, le rabbin, le philosophe, le penseur, le maître. Il y a des choses qui se passent à Lyon. Les 4 mousquetaires, il n'y en a que 3 ici, qui ont été les élèves les plus importants de Neher dans sa vie. Vous les voyez réunis ici à Strasbourg, dans le bureau de la Faculté des Lettres. Bernard Picard à gauche, Bernard Picard avec Marianne, Beno Gross avec Myriam, Neher avec Rina et Théodore Dreyfus avec Jacqueline. Les cours de Neher à Strasbourg, qui sont toujours remplis d'élèves, car la chaire d'études juives permet aussi l'enseignement de la langue hébraïque. Et pour cela, André Neher a droit à un marché, un assistant, qui est là Théodore Dreyfus, et à côté de lui, Shmuel Avissar, qui est le professeur d'hébreu. Et là, sur cette photo extrêmement émouvante, on voit aussi Judith Salomon Zichrona Livracha, élève de Neher, qui deviendra, elle aussi, comme Beno Gross et comme Théo, professeur à l'université de Bar-Ilan. Le premier voyage d'André Neher en 1951 en Israël l'amène à Ein HaNatzif. Dans les 4 coudées de la fraternité humaine, dit-il dans le livre Dans tes portes, Jérusalem, à la page 23, j'ai semé ma prière quelque part sur le sol de la Terre Sainte. Je vous remercie, Chaverim des Kibbutzim du Bet Shean, lutteurs rudes et courageux, venus en partie de France, Castor, Asdéiao, Chamois et Nancy, qui m'ayant accueilli pour quelques jours, avaient défriché pour moi, comme pour tant d'autres, ce coin de fraternel amour où j'ai pu semer ma prière. Quand un jour elle germera, vous l'entendrez peut-être énoncer des mots nouveaux, assez grands et humains pour exprimer le mystère de notre pays. Les Neher font plusieurs séjours à Jérusalem. Ils vont aussi en 1954 au Maroc, en Algérie et en Tunisie, où ils rencontrent, ce qui n'était pas habituel en Alsace, leurs frères sfarades, pour lesquels André a une admiration qui ne se trahira jamais. Il les invite à venir à Strasbourg. Et lorsque nous nous marions, Daniel et moi, en 1962, le centre communautaire est rempli des nouveaux qui viennent du monde sfarade et qui l'ouvrent à un monde qui est riche d'études et de valeurs humaines. En 1966, André Neher reçoit Shmuel Agnon à Strasbourg, où après avoir eu le prix Nobel à Stockholm, il accorde une conférence à Strasbourg et à Neher avant d'aller à la Sorbonne. Il est reçu, vous le voyez, par un amphithéâtre super plein, une conférence de Neher sur l'œuvre d'Agnon et la réponse d'Agnon. Il se crée entre eux une amitié profonde qui durera
jusqu'à leur arrivée à Jérusalem, à tous les deux, où ils se retrouveront souvent le Shabbat ou la semaine autour d'une tasse de thé. Un des gestes favoris de Néher, les yeux levés vers le ciel, et les deux personnages, l'un à côté de l'autre. André Néher enseigne à Jérusalem et son enseignement n'est pas seulement quelque chose d'essentiel à la vie juive après la guerre, mais il est d'un charisme et d'une approche de l'humain qui dépasse les limites de sa philosophie. Il écrira plus de 25 livres, traduits en des dizaines de langues, des livres qui lui arracheront l'âme, comme l'exil de la parole, des livres qui lui permettront de chanter Jérusalem, comme ceux dont il porte Jérusalem, dont il a parlé aussi lorsqu'il s'est joint aux amitiés judéo-chrétiennes avec le chanoine Elsinger de Strasbourg, ces amitiés judéo-chrétiennes qui devaient destiner à joindre les deux religions et permettre au christianisme d'essayer d'obtenir le pardon du monde juif. Le premier Shavuot de 1967, où Néher est arrivé comme un personnage du monde juif, le président de la section française du Congrès juif mondial. Celui qui a enfin pu voir et pu toucher Jérusalem, les pierres de la faculté des droits détruites sur la Har Hatzofim, la vue sur la mer morte, la vieille ville, tout ce que Néher rêvait et n'avait pas encore pu voir. L'aube de Shavuot, ce n'est pas un passé que j'ai renoué en cette aube de Shavuot, lorsque dès les premières lueurs de l'aurore, les hommes et les femmes, les vieillards, les enfants, les rabbins, les ouvriers, les chassidim, les soldats, déjà formaient les grappes vivantes, accrochées à toutes les rues, tous les sentiers, toutes les pentes menant à Jérusalem, vers la Jérusalem retrouvée, vers le mur du temple dont on avait annoncé que l'accès serait libre à partir de 5 heures du matin. Non pas avec un passé, mais avec le passé, avec la source de l'histoire juive qui allait se jeter maintenant comme un fleuve, au flot grandi par 2000 ans d'épreuves et de fidélité, dans l'estuaire, dans le port. En ce matin de Shavuot, tous les Juifs ont senti qu'une étape messianique venait d'être franchie, qu'à l'instant même où s'évanouissaient les murs de l'espace et du temps, le mur du temple debout réalisait en lui toutes les rencontres, la rencontre du passé et du présent, des morts et des vivants, de l'écriture et du vécu, le retour de l'âme juive au corps dont on l'avait arraché. L'âme juive et ce corps, c'est Néher à Jérusalem. C'est une des plus belles photos. Il voit touchant un arbre. Il nous a appris très tôt que l'arbre est une des choses essentielles du paysage d'Israël et que quand il est trop haut ou trop bas, il faut le respecter, baisser la tête pour ne pas en arracher les feuilles. Néher retrouve à Jérusalem deux personnages qui sont devenus presque des frères. Le rabbin Albert Hazan, devenu à Jérusalem le Rav Arashi de la police et à qui la municipalité de Jérusalem a consacré, a dédié une rue, et bien sûr Manitou, avec lequel il organise des conférences, il parle, il est ami, en profonde symbiose, et avec eux, Eliane Amado Lévi-Valassi. Mais il retrouve aussi sa famille, dans leur soukha à Jérusalem, mes parents devant le Kotel, Nathan et Hélène Samuel, les jardins qui sont les jardins de la cloche aujourd'hui. Nathan et Hélène Samuel enfin arrivés à Jérusalem pour faire leur aliyah, après avoir fondé, avec l'aide de l'OSE, une maison d'orphelins, d'enfants de déportés,
à Lyon d'abord, puis à Haguenau, et ensuite être venu à Paris ouvrir le toit familial rue Guy Patin pour recevoir les étudiants qui venaient sans leurs parents faire leurs études à Paris, venus du Maroc, d'Afrique du Nord et quelquefois de l'Europe centrale. Cette vie est pour les Néer ce qu'il a rêvé. Ce qu'il a rêvé jusqu'au choc de la guerre de Kippour. Et déjà malade, il souffre physiquement et psychologiquement du malheur qui frappe l'État d'Israël, du retour du mal, du fait qu'il y perdra 2 étudiants, 2 élèves à lui qu'il a aimés du plus profond de son âme, Jean-Benoît Picard et Daniel Veil. Mais Néer aura aussi encore beaucoup de joie profonde. En ce jour de 1977, Elie Wiesel lui décerne à la mairie de Jérusalem le prix du souvenir, le souvenir de la Shoah. Pourquoi Elie Wiesel? Vous le savez, Elie Wiesel est un enfant de Buchenwald. Il en est sorti parce que le mari de Néer, le docteur Gaston Revel, après avoir été chirurgien dans le maquis pendant 2 ans, le maquis de Grésivaudan. Ensuite, à Lyon, un des responsables de ceux qui ont caché les enfants, a rencontré Elie Wiesel parce qu'il a accepté d'être le médecin, le premier médecin juif à accompagner l'armée américaine à Buchenwald, en espérant y trouver des enfants à sauver. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants à Buchenwald. Parmi les 400 jeunes que le docteur Revel ramènera, il y en avait un, le petit Lolek, qui est devenu, et vous excuserez mon émotion, le grand rabbin Israël Meyerlau. Le petit Lolek était accompagné par son frère Naftali, qui était beaucoup plus âgé que lui, et par un autre jeune qui s'appelait David Perlmutter, dont Jackie Bronstein est le beau-frère, et Elie Wiesel. Elie Wiesel a été amené dans le train qui emmenait les enfants de Buchenwald, d'abord en Suisse avec beaucoup de péripéties. Le train a été arrêté, les Suisses ont impressionné mon beau-père, etc. Il a été amené chez les Samuel à Lyon. Et c'est là qu'il a connu André Néer. Et c'est pour cette raison, et à cause des Samuel, qu'en présence des Samuel, Elie Wiesel offre le prix du souvenir à André Néer, alors que Nathan Samuel vient de signer son amour pour Israël en étant blessé par l'explosion d'un frigidaire Rehov Yafo à Jérusalem, grâce auquel il a boité toute sa vie pour construire s'est maintenu tel qu'il était. Ce Magen David est constitué par les enfants, les centaines d'enfants qui étaient les enfants des Samuel dans les maisons de déportés. Les Néer travaillent ensemble, écrivent ensemble, vivent en symbiose totale, reçoivent ensemble leurs élèves à la maison. Et comme nous les avons vus à Jérusalem à partir de notre Aliyah, sont heureux ensemble. Ils reçoivent une consécration de l'État, la remise des mélanges que leurs élèves leur ont écrits, leur sont remis à André par le président Ephraim Katzir au cercle biblique dans lequel André, une fois par mois, a donné un cours. Et André reçoit des élèves qui vont jusqu'au Makuya, jusqu'au japonais qui lui prête une âme supérieure à celle de tous les autres philosophes qu'ils connaissent. Pour ses 70 ans,
Jérusalem, à l'Institut Wallner, offrira une grande soirée à André Neher, où nous retrouvons de nouveau Albert Hazan, Manitou, qui parleront tous les deux, Eliane Amado, qui introduira la soirée, et Léon Rosenbaum, qui était à ce moment-là le président de l'Alliance de France. Un des élèves favoris d'André Neher, au-delà des mousquetaires. Et c'était le docteur Zilberman, le docteur en dentaire. Je cherche parce qu'il a tant de diplômes maintenant. Il est aussi docteur ès-lettres. Il a accompagné les Neher à partir de son alia à lui jusqu'à la fin. Et ensuite a contribué à continuer à publier Neher. Il est resté très proche de Rina. Neher reçoit en 1982 le doctorat honoris causa de l'Université de Maryland et c'est son décès le 23 octobre 1988, un jour après sa date civile de naissance. André Neher est honoré par une forêt à côté de Neve-Ilan, à côté de la forêt des Juifs d'Alsace qui avait été commencée pour ma belle-mère, Suzel, en 1958. Mais André Neher aussi est honoré à Obernai. Cette fois, une plaque que nous avons vue à la cérémonie qui a eu lieu à Obernai pour les 60 ans de la fondation de la chaire d'André Neher à Strasbourg. Cette fois, elle porte non seulement ses dates, mais des indications. Philosophe et penseur juif né à Obernai, une reconnaissance dont il aurait été très heureux. Ses livres continuent à être publiés, et même après le décès de Rina en décembre 2005. Un théologien chrétien qui n'a pas connu Neher, mais qui n'a vécu que par Neher, qui se considère comme un noachide et qui a été proche de Rina pendant 15 ans. Son élève, Raniero Fontana, écrit 2 livres qui sont indispensables aujourd'hui à la compréhension de la pensée de Neher. À droite, vous avez le programme du colloque avec une très belle photo de Neher, très mal reprise par les éditions Albin Michel, où ils ont réussi de tour de force à lui couper le front, alors que le front de Neher est un signe essentiel de son physique. Je vais finir en lisant le texte qu'Elie Wiesel a envoyé à Paul Zilberman au moment du décès d'André Neher et qui a été publié par Paul et par Rina dans un livre qui s'appelle « Un maillon dans la chaîne », qui est un choix de texte des livres d'André Neher. Je me souviens, écrit Wiesel, de notre première rencontre dans la maison de Lauzet, les Hirondelles. Je venais d'arriver en France en été 1945. Je ne parlais pas un mot de français. Malgré la tendresse d'Aya Samuel, la directrice dont le sourire ressuscitait en moi une émotion depuis longtemps oubliée, je me sentais dépaysée, exclue. Les enfants me parlaient, je ne les comprenais pas. Le Shabbat matin, après l'office, un groupe de Yeshurun se réunit pour écouter un exposé d'un jeune sage sur transcendance et immanence. Là, je ne compris rien du tout. Mais je fus impressionnée par la manière dont ces jeunes intellectuels religieux l'écoutaient. Ils ne perdaient pas un mot. Je les enviais. Après le repas, André Neher m'invita à me promener avec lui dans le jardin. Il me proposa de bavarder en allemand, que proche du yiddish, je comprenais. Je préférais l'hébreu. C'est cette langue qu'il m'exposa son texte du matin. C'était la première fois qu'il m'était donné d'aborder l'univers de la philosophie sans peur. Avec le temps, nous nous sommes beaucoup revus et le thème de la mémoire était notre sujet de discussion préféré. La mémoire comme remède contre la souffrance, la mémoire comme instrument de protection,
et surtout comme appui en matière de foi. Se souvenir, c'est affirmer la continuité de l'histoire. C'est dire qu'il y a un commencement et que c'est le même pour tous les autres. Mais Auschwitz là-dedans, comment peut-on parler de foi après la catastrophe? Fin, délicat et généreux, André Neher sut résoudre cette tension sans vraiment formuler de réponse adéquate. C'est lui qui le premier employa la formule « Uverchol zot » et malgré tout, Afal Pirchen. Et pourtant, on ne peut pas, on ne doit pas rompre le silence. Et pourtant, il faut parler. C'est difficile de croire. Et pourtant, être juif, c'est surmonter ses propres inhibitions. Je me souviens de ma première visite chez René André Neher à Strasbourg. C'était avant la guerre des 6 jours. Nous discutâmes sa conception de Mahanaïm. Combien de temps le juif peut-il vivre en transit? La prophétie, même celle qui sera portant à l'exil, niait l'exil. Shina n'accompagnait pas les prophètes hors du royaume de Judée. Conclusion, nous chantions ensemble « Shebe shifleinu zachar lanu, ki leolam chasdo ». Plus tard, je suis revenue passer chez eux le Rosh Hashanah. Le premier jour chez les Ashkenazim, le second chez les Sfaradim. J'ai senti le respect que les deux communautés lui témoignaient. Opposé à tout ce qui divisait le peuple juif ou tout autre peuple, il représentait Klal Israël. Disciple de Hillel plutôt que de Shammai, il avait toujours en toute chose une vue d'ensemble, une attitude accueillante. C'est alors, en 1968, qu'André et René Neher mentionnèrent leur désir de quitter l'Europe et d'aller vivre en Israël. Je conserve un sentiment de gratitude d'une soirée au cours de laquelle j'eus le privilège de lui remettre à Jérusalem le prix du souvenir pour sa contribution à l'approfondissement du thème de la mémoire. Et je me souviens de notre dernière rencontre à Jérusalem. Comme toujours, nous fîmes un tour d'horizon de ce qui se passait dans le monde juif et en Israël. Je lui fis part de mes difficultés à me prononcer sur tel ou tel aspect de la politique israélienne. N'étant pas citoyen du pays, je ne pensais pas avoir le droit d'y intervenir. Je me souviens qu'avant de me séparer d'eux, j'invitais André et René à venir aux États-Unis pour recevoir un doctorat honoris causa. Je me souviens de la réponse d'André. Il n'était pas venu à Jérusalem pour la quitter. Et pourtant, écrit Gisèle, après le décès de Neher, les Mahanaïm, qui est devenu le pivot de la vie d'André Neher, se retrouvera à Jérusalem. Il y a 10 ans, une yeshiva est établie où j'ai enseigné en même temps les études juives traditionnelles et la philosophie, la musique et la littérature, où l'humanisme est l'écrin dans lequel s'épanouissent de jeunes élèves avant leur service militaire et puis, s'ils le désirent, à leur retour à la vie civile. La yeshiva Mahanaïm devient l'incarnation du rêve biblique de Neher, l'accomplissement ultime de son œuvre de penseur et d'éducateur. Son directeur, et vous voyez ici l'entrée à la yeshiva, la mosaïque de Jéricho, Shalom à l'Israël, mosaïque d'une synagogue du VIe siècle de l'ère chrétienne, où l'essentiel du message de la synagogue est le Shalom. Le directeur de la yeshiva, à droite, est le Rav Shlomo Wilk, Jean de Michel Revel au milieu. Shlomo est le petit-neveu d'André Neher. À gauche, vous voyez notre fils Élie, qui a eu le privilège d'être un des anciens élèves d'André Neher, un des derniers à profiter dans son salon de ses cours. Mahanaïm de Gush Etzion, à quelques kilomètres de Jérusalem, se dresse fièrement sur une colline. Ses voisins des villages arabes comme de la ville juive d'Ephrate vivent en symbiose et en effort de père fraternel, les uns avec les autres. L'aîné de notre petits-enfants, vous voyez ici, à droite, Nir El-Hanan, fils d'Élie, a été un des premiers élèves de la yeshiva au moment où elle n'en avait que 8. Adam,
qui se trouve ici. Le menton appuyé sur ses deux mains, vient d'y terminer ses études et est aujourd'hui à l'armée. La yeshiva reçoit aujourd'hui plus de 200 étudiants. Mais voilà que le démon frappe à nouveau. Un jeune élève de 18 ans, Dvir Sorek, est sauvagement assassiné à coups de couteau à la fin de Shabbat dans le sentier qui mène à la yeshiva. Dvir n'a sur lui aucune arme, seul sa kippa et les livres qu'il désire offrir à ses maîtres, dont le dernier de David Grossman, écrivain de gauche, ardent partisan de la paix, qui a lui-même perdu un fils dans le conflit. À Mahanaïm, un jeune juif assassiné parce qu'il est juif israélien. Sur cette dernière photo prise par Adam, Dvir est assis sur un petit âne qu'il avait acheté au voisin arabe de la yeshiva parce qu'il boitait et qu'il voulait le soigner. Il a été en effet par les amis, les étudiants de la yeshiva, avec Dvir qui lui apportait à manger et de l'eau. Et il s'est remis et il pouvait de nouveau emmener les élèves en promenade dans le jardin de la yeshiva. De façon incompréhensible, il est parti sans revenir quelques jours avant l'assassinat de Dvir. Cette image qui caractérise le combat avec le démon, mais aussi le combat avec l'ange, dont Meir participait. Et pour Mahanaïm, le symbole de la continuité de l'histoire du peuple juif, de la pensée de Néer. Et comme pour nous, la voix s'est éteinte, nous allons maintenant faire appel à l'écriture, aux mots, et pour la fin de cette conférence, à la musique. C'est le piout que les Néer ont écrit, André et son frère Richard, mon père, à la fin de la Haggadah, de chaque Haggadah écrite à Mahanaïm. Le texte en français et le texte en hébreu ne sont pas de la même époque. Le poème figure dans le texte hébreu, dans les Haggadot, et un élève, un étudiant des élèves de Manitou, du Merkaz Yair, qui a assisté au cours des Néer, qui a été, j'oserais presque dire, adopté par eux comme un enfant, a écrit cette traduction et a composé la musique du piout. Par la prière ardente de mon âme brûlante, je remplace l'offrande de l'agneau de Pessah. Mon cœur confiant bâtit ce qu'Édom a détruit. Le temple reconstruit me reçoit à Pessah. J'aperçois de la cour le rideau de velours qui recouvre en ce jour les versets de Pessah. J'entends dans le parvis la douce mélodie du poète Bavli qui célèbre Pessah. J'entre dans la maison remplie d'émotions et plein d'amour profond, c'est aujourd'hui Pessah. Pour ceux qui allaient naître jadis, le noble ancêtre a planté les beaux cèdres dont je parle à Pessah. Le Fils unique et pieux qui, sur le nom de Dieu, s'avançait vers le feu, vint au monde à Pessah. Devant la tente blanche, l'autre porta aux anges, serviteurs des louanges, l'azim de Pessah. Ils sont là avec moi et m'indiquent la voie. La Torah est ta loi, ta liberté, Pessah. Raconte d'âge en âge, c'est un saint héritage. La sortie d'esclavage dans la nuit de Pessah. À l'aube, je rappelle aux enfants d'Israël le précepte fidèle, l'éternel Pessah. Par la prière ardente de mon âme brûlante, je remplace l'offrande de l'agneau de Pessah. Et grâce à Shmuel Ayash, qui a écrit la musique, à chaque Pessah, nous réentendons la voix.
לעבוד תפילתי יקודש בנשמתי יונה תמורתי זבח חג פסח ליבי בונה עולמי ערף אדומי לנגדי ובקומי בימי חג פסח בחצר הטרלת נראה לי בפרוכת בפסוקים ארגת אמרי חג פסח ובפתח של היכלי הזמר ערב עולה לי רבי פייטן הבבלי שורר חג פסח Je vous remercie. Un grand merci Écoute. pour votre exposé, pour l'émotion qu'il y avait surtout dans les dernières minutes.
Et merci également à Shmuel Ayash pour cette magnifique chanson. Vous pouvez maintenant ouvrir votre micro et si vous avez des questions, des remarques, c'est le moment. Merci. Merci. Je voudrais dire à quel point cet hommage au Néer était absolument nécessaire parce que nous avons conscience du fait qu'ils ont tellement apporté. Et je me rappelle d'André Néer, il portait pas toute la bonté sur la figure et René était une femme exceptionnelle. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir évoqué ce couple extraordinaire, c'est la vérité, mais qui par-delà leur vie propre nous ont laissé une empreinte formidable. Voilà, merci. Vous avez raison, merci à vous. Voilà. Merci aussi d'avoir parlé des Samuel, parce que pour moi, c'était une partie de ma famille. Voilà, absolument. Pour toi et pour Daniel. Oui. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres réactions? Oui, j'aimerais juste dire un petit mot au professeur Daniel Revel. Je m'appelle Rivka, je suis la petite fille de Rav Botsko, où André Néer était venu à la yeshiva de Montreux. Naturellement, c'était très meragesh. Il y a eu pendant toutes les années une grande amitié entre mon père et André Néer. Moi-même, qui habitais tout près de Néer, lorsque je suis venu en Israël, c'était pour moi aussi encore une maison où j'ai appris beaucoup de choses. Alors, merci de nous avoir donné toute l'histoire vraiment incroyable. Pour moi, le nom de Botchko, je crois que pour nous tous, les neveux de Néer, le nom de Botchko était comme s'il avait prononcé le nom d'un prophète quand il parlait du Rav Eliyahu. C'était une chose absolument extraordinaire. Et je crois que c'était pour moi extrêmement émouvant de savoir que vous étiez là. Hier, en farfouillant dans les archives d'André Néer à l'université, j'ai envoyé à Rivka une lettre manuscrite de son grand-père adressée à André Néer. Et c'est vrai que c'est très émouvant. Bon, c'est difficile de lire cette écriture, mais on sent, pas plus tard que ce matin, je lisais encore une lettre que des parents d'un enfant non juif qui était caché à Mahanaïm ont écrit à la famille, à André Néer après-guerre, pour raconter aussi comment, et encore ce matin, une autre lettre d'un papa dont les deux fils étaient cachés à Mahanaïm, qui remercie les Néer, tous les Néer, mais plus particulièrement André Néer pour ce qu'il a apporté à son fils, la réussite qui s'en suivra. Et c'est des gens de 95 ans que j'ai croisés à Paris, moi aussi, au mois d'octobre, après le congrès, et qui sont encore redevables jusqu'à aujourd'hui. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire qu'on arrive à retrouver des témoignages du passé aussi émouvants que cela. Et Yael, tu travailles à ton doctorat sur les commentaires liturgiques des Haggadot à l'Université de Strasbourg, qui est aussi un symbole que ce doctorat retourne à Strasbourg. Mais enfin, tu seras privé du même problème. Tu seras dans le même problème que j'ai aujourd'hui. Continuer à faire des conférences et écrire en français, ça prouve les Israéliens de la possibilité de lire Néer en hébreu. Alors, nous continuons à chercher, et que ce soit vrai aussi pour Midrashet Yehuda, nous continuons à chercher des traducteurs éventuels de Néer. Ce qui n'est pas une chose facile du tout. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Il y a encore une question de Daniel Abel qui nous dit en quelle année a-t-il été en Tunisie? Je ne vous entends plus. En quelle année quoi? En quelle année André Néer a-t-il été en Tunisie? En 1954. Moi, je voudrais… Oui, pardon. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est autre chose, Non, je voudrais justement, puisqu'on parle de Tunisie, moi aussi j'ai retrouvé des échanges de courriers entre
André Neher et mon mari. Et je crois qu'il est important aussi de noter le travail qu'André Neher a fait au moment de l'arrivée des Juifs d'Algérie et tout son investissement et tout ce qu'il a pu créer, non seulement à Strasbourg, mais à travers Absolument. la France. Lui et Rina, ensuite avec Albert Hazan et avec plus tard aussi le grand rabbin Sirat, quand nous nous sommes mariés en 1962 à Strasbourg, le centre communautaire était rempli de familles sfarades qui venaient d'arriver d'Algérie. Qui campaient dans les sous-sols. Nous sommes descendus après la cérémonie, nous sommes descendus. Nous avons commencé à parler avec, pour nous qui étions relativement jeunes, les Sfaradim, c'était quelque chose qui venait d'un autre monde, quelque chose de pratiquement biblique. Et André nous a appris à aller au Minyan Ashkenaz et au Minyan Sfarad de la même façon et à admirer les minagim des uns et des autres et de considérer le judaïsme sfarad comme riche et prêt à donner au judaïsme alsacien qui s'asséchait un peu. Daniel n'aurait pas aimé, Daniel n'aurait pas aimé que je dise ça, qui s'asséchait un peu, mais il s'asséchait tout de même. Et la preuve, c'est qu'il t'a épousé et ensemble, vous avez fait le couple merveilleux qui a tant donné au judaïsme de France. Ouais. On peut juste ajouter qu'ils ont continué ce travail auprès du judaïsme éthiopien ici à Jérusalem. Ah oui, un peu ça, c'est-à-dire. Je me rappelle avoir passé en 1961 en étant à l'armée à Lagouat, dans les oasis algériens, et avoir rencontré des juifs de Lagouat qui se rappelaient avoir rencontré Neher pendant son voyage en Afrique du Nord, qui leur avait dit, lorsque vous serez obligés de quitter, venez à Strasbourg. Oui. Un grand merci pour ce moment qui nous a permis de mieux comprendre et avec beaucoup d'émotion. Et qui nous a rappelé aussi, nous qui n'avons pas été de vrais élèves de Manitou, mais notre amitié et notre affection pour Manitou et pour sa famille. Ça nous a permis de nous remettre dans un cadre auquel nous n'avons pas accès tous les jours. Merci à vous. Je voudrais dire quelque chose, Elisheva. Oui. Je voudrais dire merci pour la très très belle conférence émouvante. Et je voudrais demander au nom de tous, est-ce qu'il y aura une suite, est-ce qu'il y aura d'autres événements concernant André Neher? Oui, pourquoi pas. Il doit y avoir la conférence. Il doit y avoir la conférence de Hana en octobre, quand elle aura obtenu sa thèse. Quand elle aura fini sa thèse. Mais ce que j'ai oublié, bien que lui, de loin pas aussi bien que lui, il faudrait qu'il trouve un moyen de nous permettre d'entendre à Chag sa musique. En Zoom. Ouais, un petit truc du